Bienvenue du coup sur cette vidéo YouTube. Enfin, moi je me présente, je pense que vous me connaissez. Je m'appelle Gaïs Galaya, je suis coach sportif, youtubeur et puis j'essaye d'apporter de la vulgarisation des sciences du sport. Je dis particulièrement pour ton public, je pense qu'il va venir peut-être sur cette vidéo YouTube là. Et toi du coup, comment tu t'appelles? Moi je suis Florian Forelli, donc je suis master kinésithérapeute au centre Orthosport et donc j'ai la particularité de prendre en charge des patients qui se sont donc rompus le ligament croisé antérieur ou qui ont subi des interventions de reconstruction du ligament croisé antérieur. Oui, et ça c'est plutôt intéressant parce que je ne sais pas si vous le savez, parce que je ne l'ai pas dit sur la chaîne, je l'ai dit sur Instagram, je l'ai dit sur Twitter, mais je me suis fait une rupture du LCA. Je me la suis faite cette année, en mars, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement de la date, mais enfin c'était aux interrégions de mon art martial qui s'appelle le kendo. Voilà, et c'est une blessure qui n'arrive jamais en kendo. Enfin, je pense que je suis le seul en France qui la soit jamais faite au kendo, mais bon, la compétition étant ce qu'elle est, voilà. Je te montrerai si tu veux les images, voilà, et parce que ça a été filmé, du coup, comme c'est en compétition, et c'est assez intéressant. Et puis voilà, et puis dans l'idée, je voudrais savoir, parce que moi j'ai fait un peu mon auto-rééducation, dans le sens où j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément de nécessité d'opérer le plus vite possible, donc je suis allé faire quand même des IRM, je suis allé faire quand même prendre un avis médical, etc. Mais pour savoir déjà si c'était ça, parce que bon, quand on peut remarcher juste derrière direct, puis qu'on a le kiné sur place en fait, qui me dit « Oh bon, c'est peut-être pas LCA parce que t'arrives bien à marcher, etc. » Ben, on n'est pas sûr, donc on va faire des examens, on regarde. Confirmation, c'est bien une rupture apparemment totale de mon LCA. Et j'ai décidé de un peu retarder l'opération pour voir si je pouvais pas par moi-même faire 2 ou 3 trucs. Voilà. Et donc toi, tu vas pouvoir me dire si ce que j'ai fait, c'est adapté, pas adapté. Donc dans un premier temps, je vais juste décrire ce que j'ai fait. Et puis après, derrière, on verra bien si ça valait le coup ou pas. Okay. Donc du coup, première chose que j'ai faite, déjà, c'est que j'arrivais pas bien à marcher. Je boitais, mais j'arrivais quand même un peu. Surtout à chaud, juste derrière, je me souviens de la compétition, j'arrivais à boiter, j'arrivais à m'appuyer un petit peu sur mon pied, même si c'était pas énorme, je me suis dit bon, certes j'ai senti mon plateau tibial qui s'est complètement, qui a glissé en fait, vraiment, et je me suis dit, j'ai entendu un ça a fait clac quoi quand même, donc je me suis dit bof, il y a quand même des chances pour que ce soit un peu pété quoi, mais c'était dans le feu de l'action, donc je me suis dit oh, c'est peut-être aussi juste simplement ça s'est distendu pardon, et voilà. Donc du coup je me mets à marcher rapidement, voilà, je me mets quand même, on me strappe quand même, voilà, ça m'a arraché les poils, c'était horrible, enfin bon, c'est un autre détail, et du coup je me mets à me dire bon, je vais faire le maximum que je peux, tant que je le peux, donc je me suis commandé quand même je pense qu'on appelle ça une orthèse, je suis pas sûr. Mais enfin, en tout cas, vraiment quelque chose où une attelle avec des barres de fer sur le côté que je pouvais juste plier en fait dans un sens et pas dans l'autre. Je me suis rendu compte quand même que quelque chose n'allait pas parce que moi j'habite au 4e étage et quand il a fallu remonter mes courses, mon genou il tanguait un peu, voilà. Mais ça allait. Je suis allé voir un médecin qui m'a dit de prendre des anti-inflammatoires. Je les ai pas pris. Parce que je me suis dit que les anti-inflammatoires, de ce que j'avais vu, de ce que j'en savais, ça pouvait ralentir la guérison sur les tissus mous. Je me suis dit que bon, le tissu mou, ça avait des chances d'être du coup mon LCA, etc. Et sachant que j'avais pas mal, particulièrement. J'avais pas particulièrement mal, je sentais pas c'était gonflé, j'avais un gros œdème, mais j'avais pas particulièrement mal. Et puis je me suis mis à faire vraiment le maximum de ce que je pouvais le plus vite possible. Donc c'est-à-dire que j'ai remis de la charge, genre même pas une semaine après, j'ai essayé de faire des pistol squats assistés, j'ai essayé de faire des trucs, enfin j'ai continué à faire un peu du BFR, donc des bandes d'occlusion. Voilà, j'ai continué, enfin j'ai jamais perdu en masse musculaire de mon quadriceps ou quoi que ce soit. J'ai essayé aussi de dormir parce que j'arrivais pas à avoir une extension complète de jambes, donc en fait j'ai essayé, je me suis dit ça m'embête, j'arrive pas à avoir l'extension complète, donc je vais dormir avec la jambe le plus étendue possible avec une couverture lestée, et donc du coup voilà j'ai dormi oui parce que j'ai une couverture lestée, donc du coup donc j'ai dormi comme ça, donc je me suis dit j'ai récupéré mon extension, après j'ai voulu récupérer ma flexion, j'avais mal quand j'étais en flexion, il faut savoir qu'on doit se mettre en plus à genoux assez souvent en César
en fait au kendo. Donc du coup j'avais mal, donc je me mettais pas en seiza, je me mettais en tailleur, etc. Pour les entraînements, quand j'ai pu reprendre, j'ai quand même mis au moins 2-3 mois hein, à ne serait-ce que reprendre le chemin du dojo, et pas à fond évidemment. Je me mets d'ailleurs toujours une espèce de genouillère un peu serrée, voilà. Par mesure de précaution. Et puis j'ai aussi, je me suis mis rapidement à aller, même si je ne l'avais jamais fait avant, à courir. Donc c'est-à-dire que avant, comme j'ai le kendo qui faisait en fait mon cardio, voilà, là je me suis dit je vais courir vraiment très doucement, je vais aller très très progressivement, 5 minutes au début, hein, pas plus, voilà. Et j'ai quand même commencé à courir de façon régulière. Et puis j'ai chargé, et puis voilà. Et puis je me suis remis, parce qu'avant de faire ça, je faisais de la plio, un peu dans tous les sens, machin, etc. Je me suis remis à faire de la plio, après de la plio à une jambe, etc. Bref, voilà, là, à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression d'avoir de grosses instabilités, sauf quelques fois quand, genre, je me prends une crevasse dans un truc où je me rends pas compte que mon pied va arriver à tel endroit, et là, d'un coup, ça fait « Oh !» Ou alors quand j'étends complètement le genou, mais j'ai l'impression que ça continue à s'améliorer de mois en mois. Voilà, je sais pas si c'est le plus judicieux à faire, je sais pas si j'ai bien fait de faire ça moi-même tout seul, je sais pas. Voilà, j'ai plein de... Comme ça, tu sais tout ce que j'ai fait. Ouais. Maintenant, à toi de me dire si c'était le plus adapté ou pas. Du coup, c'est vrai que moi, d'un point de vue professionnel de santé, j'aurais tendance à dire qu'il fallait quand même orienter vers un professionnel au moins de la rééducation pour pouvoir suivre un petit peu l'état de ton genou. Après, sur l'aspect plutôt clinique, alors c'est vrai que souvent la blessure de croisée elle passe parfois inaperçue ou est un peu, si tu veux, sous-estimée. Comme tu dis, voilà, on sent le tibia qui se disloque, on sent un petit crack, mais pas forcément grand-chose. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu remarques, souvent quand tu discutes avec les chirurgiens, ils te disent dans 85% des cas, la rupture du croisé, tu peux la diagnostiquer juste avec l'interrogatoire. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire en clinique, on ne va pas opérer des gens, bien sûr, juste sur interrogatoire, mais il faut savoir que oui, quand le genou gonfle, quand le genou craque, quand on a une douleur qui est un peu diffuse dans le genou, qu'on est instable, et qu'on a les limitations d'amplitude, on a ces 5 critères-là qui peuvent déjà faire penser qu'on a un croisé, et d'autant plus quand ça arrive des fois seul, parce que souvent on se dit c'est seul, mais en fait, c'est pas grave, mais en fait, si, sur le ligament croisé, c'est hyper grave. Et donc, alors, déjà ça, c'est une première notion, et après, c'est vrai qu'alors alors là, toi, tu as fait un protocole d'auto-rééducation qui, finalement, a fonctionné. Et c'est vrai que, de toute façon, on a des protocoles, nous, qui vont aller, de toute façon, soit généralement préparer à l'opération, ou soit maintenir les capacités fonctionnelles du patient parce que, justement, il n'y a pas d'opération par la suite. Donc aujourd'hui, c'est à peu près les 2 grands protocoles, on va dire, qui existent. En tout cas, en France, il y a d'autres protocoles qui existent sur la cicatrisation, qui viennent un petit peu de sortir, mais on a un petit buzz justement scientifique dessus, mais pour le moment, même s'il y a des preuves probantes, je pense qu'il faut encore plus de données, mais ça reste une nouvelle possibilité. Et justement aussi dans l'inconscient collectif, ce qu'il faut, c'est ne pas opposer les types de traitements. Chacun va être en gros éligible, entre guillemets, à tel ou tel traitement. Donc dans le cas du tien, tu n'as pas voulu effectivement, ou tu n'as pas senti la nécessité en tout cas de reconstruction, il y a des critères qui sont bien définis, justement dans la littérature scientifique et aussi par l'expérience après des chirurgiens. Souvent, on a tendance, ou moi j'entends dire on n'opère pas parce qu'il est trop vieux, parce qu'il fait pas de sport, etc. Et c'est plus forcément aujourd'hui le critère ou les critères principaux là-dessus. Donc de ce que tu disais, généralement, et de toute façon, sur les protocoles où on reconstruit pas le croisé, on se laisse 3 mois, pour un peu évaluer. Alors après, la genouillère, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Alors on peut en aigu, c'est-à-dire post-traumatique immédiat, parce qu'il peut y avoir des lésions qu'on dit concomitantes, c'est-à-dire les ligaments collatéraux, etc. Donc pour la cicatrisation. Et puis après, comme je dis toujours, quand il y a trop de douleur, c'est toujours bien d'avoir quelque chose pour maintenir le genou. Alors sur les fameux critères, justement, qui dit le patient il peut pas, etc. Déjà, est-ce qu'on a une rupture complète ou pas, parce que le croisé, il y a 2 faisceaux, mais on peut avoir une rupture. Alors, quand on dit partielle, c'est tout et son contraire, parce que partiel, ça peut être 1%, et ça peut être 99% en fait, du croisé.
Déjà, ça c'est le premier critère. Après, c'est est-ce qu'il y a des lésions concomitantes et surtout cartilagineuses et méniscales. Parce que quand tu vas avoir une lésion vraiment méniscale, il y a quand même peu de risque que ça cicatrise. Malheureusement, c'est une espèce de fibrocartilage qui cicatrise pas du tout. Et donc, ça peut nécessiter un geste chirurgical. Et on s'entend bien que si le chirurgien il l'ouvre pour réparer le ménisque, il se doit, entre guillemets, des fois, de réparer quand même le croisé. Oui. Ça, faire l'un ou l'autre, l'un sans l'autre, ça paraît quand même un petit peu utopique. Ensuite, il y a les critères, faut aussi fonctionnel, c'est-à-dire est-ce que je fais du sport? Alors moi, j'aime pas forcément dire à haut niveau, mais plutôt à haute intensité, parce qu'effectivement, un sportif qui est professionnel, c'est une chose, mais quelqu'un par exemple comme toi qui va faire de la salle, qui va faire du kendo, qui va courir, qui va faire du vélo, c'est quand même quelqu'un qui fait du sport à haute intensité. Puis en plus de ça, je sais pas si je te l'ai précisé, mais c'est vrai que moi je fais beaucoup de kendo en compétition et j'ai fait partie de l'équipe de France Junior, etc. Donc c'est vrai que effectivement, même si c'est un sport amateur, on n'aura pas de... Voilà, on peut pas en faire comme les pros. C'est vrai qu'il y a quand même certaines exigences qui font que oui, c'est assez intense, oui. Voilà, donc quand c'est intense, effectivement, c'est aussi un critère, parce que si on veut poursuivre son sport, on va dire à peu près au même niveau, des fois la reconstruction peut apparaître quand même assez intéressante. Et puis ensuite, dans les critères fonctionnels, on va avoir justement au quotidien comment je vis moi effectivement cette lésion, parce que fonctionnellement j'arrive à remarcher, j'arrive à remonter les escaliers, à les descendre, toutes les activités on va dire de la vie quotidienne. Et puis on va avoir un critère qui va être hyper important, c'est l'instabilité, c'est-à-dire la faculté d'avoir le genou qui des fois part un peu vers l'arrière, comme tu disais, est-ce que quand je marche dans un trou, des fois c'est juste en se retournant, des fois c'est donc, et c'est cette instabilité souvent que les gens ressentent et donc qui poussent potentiellement les gens à se faire opérer. Alors bien sûr, après il y a l'âge, on sait très bien que quand on est jeune, il faut quand même préserver la santé un petit peu de son genou, et donc ça paraît important aussi chez les gens, on va dire plus jeunes, de proposer ce genre de traitement. De toute façon, on le voit dans la littérature, il y a, souvent on fait des stats où on va voir entre ceux qui sont reconstruits, ceux qui n'ont pas été reconstruits, leur niveau un petit peu d'activité qu'il y a. Mais on voit aussi surtout, c'est que plus on est jeune, et si on ne se peut pas reconstruire, on a quand même recours à la reconstruction dans les 9 mois à 2 ans, quand même après. Après, il va y avoir aussi une question un peu psychologique, entre guillemets. C'est est-ce que je suis prêt à me faire opérer, parce que ça paraît des fois un détail de dire ça, mais il y a des gens qui ont peur de l'opération, etc. Et donc opérer quelqu'un qui se sent pas prêt, déjà c'est embêtant. Et puis après il y a aussi les croyances, alors pas religieuses, mais il y en a qui se disent non, moi je veux pas me faire opérer, je n'ai pas confiance, etc. Donc tout ça rentre aussi en compte, parce que si on est opéré entre guillemets sous la contrainte, il y a de fortes chances, en tout cas nous on le voit en tant que thérapeute, que ça se passe bien. Et d'ailleurs, petite chose là-dessus, il y a deux questions vraiment que j'avais vis-à-vis de ça. C'est que déjà, pour réparer en fait un ligament croisé antérieur, de ce que j'en ai compris, ce qu'il faut faire, c'est prendre un bout de tendon de l'ischio-jambier. En tout cas, c'est ce qui se fait la plupart du temps. Je crois que c'est aussi possible avec le tendon du quadriceps, mais ce qui se fait la plupart du temps maintenant, c'est, de ce qu'on m'en a dit, un bout de tendon de l'ischio-jambier. Donc, deux questions par rapport à ça. Est-ce que c'est mieux, par exemple, de faire une opération telle que ça se fait, je crois, aux États-Unis, où ils prennent des bouts de tendons ou de ligaments, ça je sais pas, de personnes qui sont mortes, et ils font une xénogreffe, et du coup ils réparent le LCA sans avoir à toucher à l'ischio. Est-ce que c'est mieux en termes de réparation rapide, entre guillemets? Est-ce qu'on ne doit pas prendre justement des choses pour éviter de rejeter la greffe, puisque c'est une greffe finalement? Est-ce que, ça, question vis-à-vis de ça, et est-ce que ça risque pas d'avoir des impacts négatifs sur nos performances, d'avoir un bout de tendon de l'ischio qui se barre en fait, tout simplement? Comment est-ce que ça se reconstruit? Est-ce qu'on en recrée du tendon et finalement c'est pas très grave? J'en sais rien. Alors il y a plusieurs types d'interventions. Alors les plus communes, c'est vrai qu'en France on fait beaucoup, comme tu disais, avec du
de prélèvement aux ischio-jambiers. On a aussi le tendon rotulien qui est juste en dessous la rotule, et puis le tendon quadricipital. Donc ça, on va dire, c'est... Bon, après, il en existe plusieurs, et puis ça dépend si t'es en première intention d'opération, ou si c'est la première fois, etc. Donc c'est vrai que communément, ce qu'on appelle le DIDT, qui est prélevé donc des ischio-jambiers, on va dire c'est l'opération, en tout cas moi dans ma pratique, la plus répandue que je vois. Alors comme tu disais, il y a on appelle les xénogreffes ou allogreffes qui viennent de cadavres. On sait que ça marche bien, mais pareil, c'est... Alors en France, on commence à en faire aussi. D'accord. On n'a pas toujours comme on aime bien dire, le recul suffisant pour le dire. Sur ceux que j'ai vus, on n'a pas trop de rejet ou des choses comme ça. Maintenant, est-ce que ça va plus vite, moins vite ou quoi? C'est assez difficile à dire. Moi, j'ai toujours tendance à dire, en tout cas quand c'est un croisé, c'est vrai que comme tu disais, les gens sont... comme dans la société, ils veulent toujours que ça aille vite, et puis ils te demandent un peu les petits conseils, les tips, comment je pourrais aller plus vite et tout. Et moi, je vais toujours leur dire, on va pas forcément aller toujours plus vite, mais on va essayer de pas perdre du temps. Et déjà, ça c'est bien, parce que des fois, quand tu charges trop vite, t'as des inflammations, et après tu ralentis le processus, et puis mentalement, que tu sois reconstruit ou non, t'es parti quand même pour 6 mois de rééduc, on va dire en moyenne. Donc faut que mentalement, faut être bon. Alors maintenant, sur les performances, il y a un peu de tout. T'as des publications qui vont te dire on perd quand même toujours un peu de force résiduelle sur le quadriceps, sur les ischio-jambiers. Après, on voit quand même des personnes qui arrivent sur des tests de retour au sport et qui n'ont pas de déficit de force entre les deux jambes. Donc c'est assez aléatoire. Et après, ça va être surtout dans le ressenti. Moi, j'aime bien en tout cas m'appuyer sur le ressenti des personnes sur leur sport, comment ils ressentent pas, etc. En tout cas, ce que je vois, c'est que si on travaille vite les ischio-jambiers, de manière adaptée bien sûr, on a moins de sensations de résiduelles, des fois de tiraillement dans la zone des ischio-jambiers, sorte comme s'il y avait un problème dans le mouvement qui des fois gêne les patients même à long terme. Donc ça paraît important de pouvoir un peu, comme on dit, mécaniser cette zone justement pour le confort du patient, et peut-être aussi pour la performance, parce que la performance passe par un confort aussi musculaire pendant la performance. Et donc après, c'était la dernière question, c'était... Là, je t'avoue que la seule chose que je me suis dit, c'est il n'y a pas de perte de performance, il y a pas de... Il me semble que tu as répondu à tout. Hein. C'est ça. Je cru qu'il y avait autre chose, mais non. Ok, ça c'est... Si, le tendon, tu me disais s'il repousse ou pas. Oui. Voilà. Alors, après, ça dépend. Si c'est pareil dans les techniques opératoires, tu as des chirurgiens, ils aiment bien prélever tout le tendon. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'on appelle le demi-tendineux, il vient coller au muscle à côté, qui est le semi-membraneux. Et il y en a qui prélèvent une partie du tendon. Dans ce cas-là, tu as toujours un morceau de tendon. Donc là, on s'est amusé justement avec un ami qui fait beaucoup d'échographie, etc. en kiné. Je lui ai demandé, tiens, essaye de regarder, toi, sur les gens qui ont eu des ischio-jambiers, s'il y a une repousse tendineuse. Et chez certains, il y a une structure tendineuse qui semble s'être mise en place. Voilà. Pour d'autres, des fois, il y en a pas. Donc, potentiellement, c'est pareil dans la littérature, tu vois un peu tout, mais des fois, les opérations, les procédures sont mal décrites, du coup, tu sais pas trop ce qu'il en est. C'est comme le débat sur les meilleures greffes, qui tiennent mieux le genou. Moi, j'ai toujours ce débat, des fois en congrès, avec les chirurgiens, parce que je leur dis, ok, ça tient bien, mais on voit les patients les opèrent à un instant T, on les revoit 2 ans après, on regarde si ça tient, mais ils ont fait quoi pendant 2 ans, tu vois. C'est pour ça aussi, tu vois, dans les greffes, des fois, il y a un effet de mode, des fois, au début, on se disait, c'est bien le tendon rotulien, puis on est passé au DIDT, maintenant, aux États-Unis, ils reparlent du tendon quadricipital. Voilà, après, j'ai envie de dire ce qu'il faut, en tant que nous, thérapeutes, c'est de prendre en compte, bien sûr, le site de prélèvement pour pouvoir adapter, planifier justement et périodiser un petit peu ta rééducation. Mais ensuite, c'est surtout les efforts, la rééducation que tu vas faire derrière qui va faire que tu vas retrouver ou non la performance qui est à la fois physiologique et psychologique aussi. Je pense, oui. Je trouvais ça assez intéressant. Je ne sais pas si tu vois ce qui est Rob Gray. Il parle beaucoup d'affordance et du fait que quand on retourne à la performance après une blessure, on retrouve pas
on retrouve jamais exactement la même chose, mais qu'on peut retrouver la performance. Parce qu'en fait, on bouge plus exactement de la même façon, mais en fait, on peut trouver d'autres stratégies motrices pour arriver à avoir le même résultat. Je trouve ça assez important de le dire, parce que c'est vrai que c'est un truc qui peut faire psychoter beaucoup de sportifs, de se dire bah, je retrouverai jamais mes sensations, etc. C'est pas grave, si tu as 50 solutions et puis qu'en fait, tu en avais une qui était bien ancrée parce que bah, c'était ta préférence, et qu'en fait, bah, du coup, derrière, tu en retrouves une autre qui potentiellement peut être même meilleure, bah, c'est pas grave, tant que ta perf elle est là. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais... si, alors moi je rejoins parce que souvent, justement, ils te disent, voilà, faut ramener à 100% de la performance antérieure. Mais si on réfléchit bien, on se dit, bah, finalement, si à 100% tu t'es blessé, faut peut-être ramener la personne à 110 voire 120%. Ce qu'on sait, justement, sur les ruptures du croisé, dans 80%, elles arrivent seules. On sait que c'est une erreur un petit peu sensorielle, c'est-à-dire c'est des informations qui arrivent au cerveau par, voilà, un peu pagaille, ce qu'on appelle une charge cognitive, et donc du coup on va avoir un mouvement qui va pas forcément être adapté à la situation, qui va créer en fait cette lésion du cerveau, donc cette lésion du croisé, pardon. Donc du coup bah, ça aussi on doit le réentraîner, et on doit passer par, comme tu dis, des stratégies motrices, des stratégies sensitives avec tout ce qu'on va pouvoir percevoir, et des stratégies cognitives. Et on sait que l'appréhension des fois du retour à la performance, elle vient au moment du traumatisme. Donc il y a des thérapies comme le MDR en psychologie qui existe justement pour retravailler sur cette appréhension, parce que sur un croisé quand même le non-retour au sport dans les mêmes performances, c'est l'appréhension qui est responsable dans 2/3 des cas. Donc c'est à dire qu'on a des gens qui au niveau moteur sont prêts, etc., mais quand ils rentrent sur un terrain, bah, ils ont peur, et quand tu as peur, tu diminues tes performances. Et donc tu augmentes ton risque de te blesser. Classique. Quand tu fais pas la même chose à l'entraînement que ce que tu fais sur le terrain, bah forcément, oui. Et oui. Bon, bah, moi je pense qu'on a essayé de synthétiser les choses, enfin, surtout toi, et du coup, c'était très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin, un truc à dire? Non, si. Non, mais à part voilà, sur ces blessures graves, voilà, faut pas hésiter à consulter, comme je dis, des professionnels de santé qui sont adaptés, qui pourront voilà, potentiellement aussi vous orienter vers... je pense que nous, en tout cas, en tant que kiné aussi, on a un peu ce rôle-là, de pouvoir orienter voilà, les patients. Et comme je disais, plus aussi on prend en charge précocement la lésion, et moins on perd de temps. Et donc plus on revient vite, entre guillemets, à la performance. C'est-à-dire que si généralement les croisés, tu les vois au bout de 3-4 mois, des fois ils sont diagnostiqués, le temps, comme tu disais, qu'ils retournent au sport, qu'ils se fassent pas mal, etc. Bah là justement, dans cette notion des fois d'aller plus vite, si on diagnostique plus tôt, on revient plus tôt, et dans les sports collectifs ça peut servir aussi à une performance d'équipe. Donc le mot de la fin, c'est ne faites pas comme moi, c'est-à-dire ne faites pas votre auto-rééducation, etc. Moi, c'est un peu expérimental, et c'était aussi pour un peu documenter les choses, parce que je suis créateur de contenu, mais c'est pas du tout ce que je recommande aux gens de façon générale. Allez plutôt voir des professionnels de santé comme Florian, qui, je pense, comme ils ont le nez dans la littérature et qui s'y connaissent pas trop mal là-dedans, sont quand même plus à même de vous aider que vous, juste en regardant 2-3 études scientifiques de votre côté. Même si c'est très bien de lire des études scientifiques, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et sur ce, eh bien, prenez soin de vous et à la prochaine.